Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à Walf TV et bienvenue dans ce plateau spécial consacré à la publication des listes provisoires de candidats à la présidentielle de 2019. Une publication marquée par l'invalidation du moins provisoire des candidatures de Khalifa Ababakar Sall, maire de Dakar, mais également de Karim Meïssa Wade, candidat désigné du Parti démocratique sénégalais. Comment lire et analyser cette liste? Comment expliquer ces décisions du Conseil constitutionnel? Quelle est la suite du combat pour la classe politique? C'est autour de ces questions que nous allons échanger avec mes invités. Il s'agit d'abord de Babacar Thiaïba. Babacar Thiaïba est membre de la coalition Tahaou Sénégal. Il est également directeur de cabinet du maire Khalifa Ababakar Sall. Bonsoir à vous, Babacar. Bonsoir Moustapha. Nous sommes également avec Lamine Ba. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Lamine Ba, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec Malik Diop. Malik Diop est membre de la société civile et également membre de la plateforme des acteurs non étatiques. Malik, bonsoir également à vous. Bonsoir. Et notre quatrième invité, c'est mon confrère Serigne Saliou Gueye. Bonsoir à vous, Serigne Saliou. Bonsoir Moustapha et bonsoir à mes chers co-débatteurs. Merci à tous les quatre d'avoir bien voulu se joindre à nous pour ce débat qui tombe d'ailleurs le 14 janvier. Ce 14 janvier qui marque les 35 ans du groupe Walfadjri. Occasion pour nous de féliciter un joyeux anniversaire à tous les membres du groupe Walfadjri, mais également rendre un hommage mérité à Sidi Lamine Niasse qui a construit ce groupe de ses propres mains. Sidi Lamine Niasse qui repose désormais au cimetière, désormais à Léona Niassène. Pour commencer ce débat donc avec Serigne Saliou Gueye, Serigne Saliou, Khalifa Ababakar Sall ne sera pas candidat. Enfin, c'est du moins de la décision provisoire de Karim Wade également, sa candidature est invalidée. Il reste des recours à faire. Mais dans cette affaire, ce qu'on aura remarqué, c'est que tout a été dit, écrit. Bien avant cette annonce, on a comme l'impression d'assister à un scénario de film hollywoodien qu'on déroule sans que personne ne bouge. Effectivement, Moustapha, comme vous l'avez déjà rappelé, ce qui est arrivé aujourd'hui à Karim Wade et à Khalifa Sall, je crois qu'il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été réalisées ici. Absolument. Et à travers lesquelles moi je me suis toujours prononcé sur éventuellement ce qui attendait Khalifa Sall et Karim Wade à propos de l'élection présidentielle de février 2019. Moi, je n'ai jamais été optimiste en la matière. Parce que je me suis dit que si nous regardons les conditions dans lesquelles Karim Wade a été arrêté, les conditions dans lesquelles Khalifa Sall a été arrêté, si nous regardons aussi comment la justice tout au cours a eu en tout cas à instruire ces dossiers-là, je crois que le résultat ne pouvait être que ce que l'on a vu aujourd'hui au niveau du Conseil constitutionnel. Il est dommage que maintenant, ce que l'on a tout dit sur cette justice-là, ça se confirme parce que de tout temps, on a dit que la justice sénégalaise quand même n'est pas une justice indépendante. Ça, je crois, je suis au regret de le dire. C'est une justice qui est aujourd'hui à la solde de l'exécutif. Et chaque jour que Dieu fait, en tout cas les acteurs judiciaires, principalement ceux qui sont au niveau de certaines juridictions, nous montrent que c'est une justice quand même qui s'est accointée avec malheureusement le pouvoir. Et je crois que dans une démocratie, surtout aujourd'hui, en 2019, je crois que ce serait une ignominie pour ceux qui se sont toujours battus pour forger une réelle démocratie dans ce pays, de voir aujourd'hui que le Sénégal est actuellement à l'embryon même de sa démocratie. Et je crois que ce qui reste aujourd'hui, c'est que les partisans de Khalifa Sall, les partisans de Karim Wade, il faut quand même qu'ils portent le combat à un autre niveau. Parce que je crois que tout ce qui devait être fait au niveau de la justice a été fait. Maintenant, qu'est-ce qui reste à ces gens-là? Je crois que c'est à eux maintenant de s'organiser. Parce que aussi, je dis que cette élection présidentielle-là, ce n'est pas l'élection de Macky Sall, ce n'est pas l'élection, c'est-à-dire c'est l'élection de tous les Sénégalais. C'est-à-dire tous les Sénégalais, ils ont droit aujourd'hui à se présenter s'ils, bien sûr, remplissent les conditions. Et je crois que si on revient peut-être par la suite sur les conditions même d'élimination de ce candidat-là, on verra tout simplement que injustement, illégalement, Khalifa Sall et Karim Wade ont été écartés de cette élection présidentielle. On parlera également de ce rapport de force là qui doit s'établir et on a l'impression que jusqu'ici ça tourne en faveur du régime. Mais Malik Diop, on reviendra également sur les cas Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade parce que c'est ce qu'on retiendra de cette liste-là. Mais il faut
faudrait également reconnaître qu'on va vers une élection présidentielle, disons, inédite, avec 5 candidats. Des candidats qui ne se sont pas éliminés de manière volontaire, mais qui sont peut-être passés par le filtre du parrainage et tout. Est-ce que ce n'est pas finalement une avancée démocratique d'avoir une élection avec 5 candidats, d'autant plus qu'on s'est toujours battu pour la rationalisation des partis politiques et tout ce qu'on veut? Oui, merci. Je pense que rationalisation, ce n'est pas systématiquement élimination. Et je pense qu'il faut qu'on puisse faire la part des choses. C'est vrai que nous, on s'est beaucoup battu pour rationaliser la vie politique avec 300 partis, donc 27 candidatures, mais l'exercice, ce n'est pas d'éliminer. Je pense qu'il faut qu'on puisse comprenne cela. Et c'est moins aussi, je pense, le jeu démocratique. Ce n'est pas 5 candidats, 7 candidats, 8 candidats. Il faut qu'on arrive à avoir un dispositif qui permet à tout candidat remplissant les exigences, être en conforme avec la loi, d'être candidat. C'est ça l'exercice. Si on arrive à 10 candidats, c'est bon, 15 candidats, mais que franchement, qu'on ait un système qui en termes de lisibilité. Je pense que c'est important. Maintenant, les faits sont là, ils sont têtus, et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Je pense que soit Karim, depuis un processus, depuis son arrestation, etc., il y a toute une machine qui a été mise en branle. Aujourd'hui, peut-être on est arrivé à ça. Est-ce que c'est une finalité, c'est une trajectoire qui était là, bien lisible, qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, parce que le jeu démocrate voulait que tous les acteurs qui étaient impliqués autour de la traque des biens mal acquis, tout le monde devait être au même enseigne. Personne n'est contre ce principe-là, mais nous tous avons décrit le principe sélectif. Aujourd'hui, 25, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul. La traque, on n'en parle plus. On n'en parle plus, mais ça dit que c'était un mécanisme qui nous a permis peut-être d'avoir cette trajectoire-là. Je pense que ce qu'on regrette, c'est qu'on peut l'utiliser pour éliminer des candidats. Je pense que ça c'est important. L'autre aspect, c'est Khalifa. C'est un procès accéléré, urgentissime. On ne voyait pas, voilà, je pense aussi, ça aussi, on peut le déplorer. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, est-ce que le processus, le procès est arrivé à terme avec l'autorité de la juge jugée? Ça aussi, c'est des questions que nous, qu'on se pose et qu'on observe. Je pense que c'est autant de questions qui méritent qu'on puisse s'y atteler et voir réfléchir fondamentalement sur le processus électoral, la question de la participation. Je pense qu'on doit arriver à dépassionner et à dépasser cette question de participation politique pour se concentrer sur autre question de fond, sur des problématiques. Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais. J'imagine que de votre côté, vous vous dites que, comme il le dit, rationalisation n'est pas élimination. Mais quand on regarde ce qui se passe, quelque part, on se dit qu'une élection présidentielle avec 5 candidats, il y aura peut-être plus de lisibilité, le choix sera plus simple peut-être. On n'a jamais eu ce problème depuis 1960. La dernière élection, nous en étions à 15 de candidats. S'il devrait y avoir une floraison de candidats, de potentiels candidats, on n'a pas posé le vrai débat. Le pouvoir qui a agité cette loi de rationaliser les candidats, de filtrer les candidats, n'a-t-il pas une part de responsabilité sur les 45 listes lors des dernières élections législatives? Surtout que nous avons vu pas mal de chefs de parti, même si c'est des petits partis, dire ouvertement que c'est le président Macky Sall qui leur a donné les moyens et la possibilité de pouvoir aller à la compétition. Donc, ce n'est pas un problème de participation en soi qui s'est posé. Moi, je considère que nous sommes tombés dans le piège de Macky Sall et de son régime. Le piège, c'est quoi? C'est de nous créer des faux débats pour maintenir le pays dans une paralysie qui leur permette de faire ce qu'ils veulent faire en violant tout ce qui est acquis démocratique, tout ce qui est procédure légale mise en truc. Si vous prenez le cas de Khalifa Sall, rappelez-vous au départ, le problème de son immunité a fait l'objet de débats, soulevé et porté par le pouvoir.
les ministres, les membres du gouvernement. Par la suite, on s'est rendu compte qu'ils nous ont fait croire qu'effectivement Khalifa avait une immunité et qu'il fallait lever cette immunité. Vous prenez le cas de Karim Wade. Nous, on a dit ce qu'on a dit sur la CREI. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Le fait qu'ils aient emprunté, qu'ils n'ont pas voulu emprunter ce que la loi lui donne comme privilège de juridiction en tant qu'ancien ministre, pour quand même ressusciter une CREI que le président Macky Sall, son gouvernement, je veux citer l'ancien Premier ministre Mimi Touré, ont tous dit et marqué les limites de cette juridiction-là, sans pour autant se donner les moyens de rénover cette juridiction ou de l'adapter quand même aux standards internationaux. Donc, nous sommes en train de faire un faux débat. Pour moi, ce qu'il faut noter, et un dernier point, c'est ce que je vais souligner, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe est inédit au Sénégal. Inédit parce que nous constatons qu'il y a une personne et un groupe au sommet de l'État qui se permettent de diluer le jeu politique, de manipuler la justice et d'assouvir tous les Sénégalais sur des faux problèmes, quoi. Des problèmes, vous me parlez de reddition des comptes. Nous, on n'a jamais été contre une reddition des comptes. On a entendu Prodac. Macky Sall lui-même a dit que j'ai créé l'OFNAC pour nous-mêmes. Combien de scandales vous avez entendus dans ce pays qui engagent des milliards? La Poste, Mbaye Prodac, je veux citer que ces deux-là. Mais avez-vous entendu une convocation de l'OFNAC ou d'une autre juridiction? Le président lui-même nous dit, j'ai des dossiers que j'ai mis sous le coude. Vous comprenez? Moi qui suis au PDS, rappelez-vous, en 2013, qu'est-ce qu'on avait dit? Que la CREI cible plus de 25 personnes. Parmi ces 25 personnes, qui on a jugé? Vous avez même vu qu'il y avait des gens qui étaient incriminés, qui étaient convoqués, qui ont fait des enquêtes au niveau de la CREI, je veux nommer Ousmane Gom, qui étaient même en interdiction, en contrôle judiciaire, et que le président Macky Sall s'est permis de l'inviter à bord de son avion pour faire un déplacement en Guinée. Donc, moi je pense que la situation elle est inédite. Moi l'impression que j'ai, c'est ce pouvoir-là n'a aucun respect pour les Sénégalais et que ça, ce n'est pas un problème de Khalifa Sall, ce n'est pas un problème de Karim Wade, parce que nous avons mené des années de combat démocratique et acquis autant de belles victoires démocratiques que Macky Sall aujourd'hui, je ne sais par quel courage se permet de violer, de transgresser, de malmener comme bon lui semble. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, Babacar Tchoiba, c'est que finalement, moi j'ai envie de dire que le pouvoir ne surprend personne. Il reste droit dans ses bottes, il a un objectif, il sait comment y aller. On avait dit que Khalifa Aboubacar Sall et Karim Wade ne seraient certainement pas candidats. Ils ont réussi à passer par le fait du parrainage, mais finalement, on a vu ce que le Conseil a fait aujourd'hui. Est-ce que, quelque part, on ne se dit pas que c'est certainement parce que vous, de l'opposition, vous ne jouez pas le rôle que vous devez jouer, que le pouvoir déroule finalement? Merci beaucoup, Moustapha. Vous me permettrez tout d'abord d'énoncer et de condamner le vandalisme d'État que la police politique de Macky Sall a exercé sur nos militants et sur le siège de Tahaou Sénégal. À Sacré-Cœur, à côté de chez nous. À Sacré-Cœur. Depuis 15 heures, de 15 heures pratiquement à 21 heures, la police politique de Macky Sall a matraqué, vandalisé le siège de Khalifa Aboubacar Sall et agressé nos militants. Donc c'est quelque chose que je tenais à dénoncer, à condamner, parce que tout se passe dans ce pays comme si on veut installer un régime de terreur pour réprimer toute opinion dissidente, toute opinion discordante de la propagande officielle. Il faut que ce régime comprenne qu'il ne peut pas, à force de forfaiture, à force de violation des droits et des lois, vouloir se maintenir, poursuivre son projet politique et faire taire les patriotes. Nous continuerons à porter haut nos voix et à lutter pour que ce pays-là progresse dans le sens de la démocratie, dans le sens de l'amélioration de la qualité de la gouvernance. C'est un combat que nous avons mené alors même que Macky Sall était un homme totalement inconnu. Et nous continuerons à mener ce combat malgré Macky Sall, malgré sa volonté de nous museler. C'est cette précision que je voulais apporter. Et dire également, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure et que Serigne Saliou a repris, on a l'impression qu'il s'agisse du dossier de Khalifa Aboubacar Sall ou du dossier de Karim Wade, qu'on est dans une chronique d'une invalidation annoncée. Et c'est clair que tout le monde pouvait penser qu'effectivement, depuis le début
des affaires Karim Wade ou Khalifa Sall, que l'objectif qui était visé, et on l'a souvent observé, que le but poursuivi, c'était d'en arriver à les éliminer de la présidentielle parce qu'ils se présentaient comme des rivaux sérieux à la réélection de Macky Sall. Mais pour autant, même si on pouvait s'y attendre, en ce qui nous concerne en tout cas, nous avions toujours pensé que même si c'était la volonté de Macky Sall, on aurait pu avoir, contre cette volonté, une justice forte, une justice indépendante qui pouvait, en toutes circonstances, être le rempart de notre système démocratique. Et pour ma part, ce qui importait, parce que je me doutais bien qu'on pouvait en arriver là, c'était de voir par quelle motivation le Conseil constitutionnel allait en arriver à l'invalidation de la candidature de Khalifa Ababacar Sall. Parce que je me disais quand même que c'est des juges qui ont beaucoup d'expérience pour avoir été des magistrats de carrière, pour certains, pour d'autres pour avoir été des enseignants à la fac et qui nous ont appris le droit. Moi, j'ai un de ces professeurs qui a été mon assistant en première année de droit civil. Pour vous dire donc que ce n'est pas aujourd'hui qu'il découvre le droit, parce que moi j'ai quitté la fac, ça fait plus de 20 ans. Donc vous pouvez imaginer. Et donc, on pouvait penser, on pouvait espérer que la justice allait constituer le rempart à cette volonté de Macky Sall d'éliminer ses adversaires politiques. Et quand je vois aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel, je suis sidéré, atterré, indigné, parce que le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur une fausse motivation, j'allais dire même sur un faux, pour aboutir à un mensonge judiciaire. Je pèse bien mes mots. La décision qui a été rendue aujourd'hui n'est pas une décision de justice. C'est une décision qui est fondée sur un mensonge. Et je sais de quoi je parle. Parce que quand le Conseil nous dit que Khalifa Ababacar Sall n'a pas la qualité d'électeur, alors que dans le dossier de candidature que nous avons déposé, parce que j'étais le mandataire de Khalifa Ababacar Sall, j'ai déposé un dossier qui comporte une déclaration de candidature qui mentionne, comme l'exige la loi, le numéro de la carte d'électeur de Khalifa Ababacar Sall. En plus de cette déclaration, j'ai déposé 9 autres pièces, parmi lesquelles la photocopie légalisée de la carte d'identité de Khalifa Ababacar Sall faisant office de carte d'électeur. Le Conseil a ces éléments sous les yeux. Comment a-t-il pu aboutir à la conclusion que Khalifa n'a pas la qualité d'électeur alors qu'il a dans son dossier des éléments qui attestent du contraire? Mais je vais vous dire comment ils ont fait. Et c'est ça le plus dangereux dans ce qui s'est passé. Parce qu'en vérité, le Conseil a considéré que la condamnation de Khalifa Ababacar Sall par l'effet de la décision de la Cour suprême du 3 janvier dernier était définitive. Et qu'à ce titre, il pouvait se fonder sur cette condamnation pour enlever à Khalifa Ababacar Sall la qualité d'électeur. Mais plus grave, le Conseil admet dans sa décision que c'est le procureur général près de la Cour suprême et le procureur général près de la Cour d'appel qui lui ont transmis l'arrêt du 30 janvier 2018 dans le cadre de l'exercice de leur fonction d'exécutant des décisions de justice. Mais moi, la question que je pose, et je défie tout le monde, tout un chacun de faire les vérifications, la décision du 30 août qui condamne Khalifa Sall prévoit une peine d'emprisonnement, confirme le paiement des 1,830 milliard et prévoit une amende. Aucun élément dans le dispositif de cet arrêt ne mentionne un fait ou une décision qui peut justifier que la décision de la Cour suprême soit notifiée au Conseil constitutionnel. Je relève ce fait pour dénoncer et montrer la connivence qu'il y a entre l'exécutif et les juges aujourd'hui. Et c'est cette connivence-là qui est à l'origine de la décision de la Cour suprême. C'est du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi j'ai indiqué tout à l'heure que le Conseil... Parce que pour vous, si le Conseil constitutionnel a pu avoir ces arguments-là venant de la Cour suprême, c'est parce que l'exécutif est intervenu quelque part. Mais bien entendu, et les propos du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, le confirment. De toute évidence, c'est lui qui tient la plume et que les juges rendent des décisions sous sa dictée. Parce que vous l'avez tous entendu entre samedi et dimanche, faire une déclaration qui conforte aujourd'hui... Disant que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. Mais ça, c'est
Vous savez, ça, nous, on a déjà dit très clairement que ce n'est pas nous, ce n'est pas nos avocats, ce n'est pas les professeurs d'université qui sont objectifs, qui le disent. C'est la loi. Et il s'agit en l'occurrence de la loi organique sur la Cour suprême en son article 36 qui dit qu'en matière pénale, le rabat d'arrêt est suspensif. Il n'y a pas de débat possible. Ceux qui en tiennent ce débat-là veulent installer une fausse polémique dans laquelle nous n'allons pas entrer. Il est très clair que le rabat d'arrêt est suspensif. Le vrai problème, Moustapha, et c'est ça qu'il faut mettre en lien avec la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit que Khalifa n'est pas électeur en se fondant sur l'article L27 et L31 du Code électoral. Or, l'article L31 s'applique dans le cas où le citoyen qui remplit les conditions pour être électeur se présente dans les commissions administratives pour se faire inscrire. À ce moment-là, si cet citoyen-là se trouve dans l'une des situations prévues par l'article 31, on peut lui refuser l'inscription. Et on ne peut d'ailleurs le faire qu'à l'issue du processus de révision. Après lui avoir délivré un récépissé de dépôt et après vérification constatée qu'il se trouve dans une des situations prévues. Ce qui n'a pas été fait avec Khalifa Sall. Mais Khalifa Sall était déjà sur les listes électorales. N'oubliez pas que Khalifa Sall a été candidat aux élections législatives et qu'à ce titre, avec cette carte d'électeur qu'il a pu être candidat et qu'il a pu être élu comme député. On ne pouvait dès lors pas appliquer à Khalifa Ababacar Sall les dispositions de l'article L31. De plus, aucune juridiction dans l'affaire de la caisse d'avance, qu'il s'agisse du tribunal correctionnel en première instance, de la cour d'appel statuant en chambre correctionnelle ou de la Cour suprême, aucune de ces juridictions n'a privé à Khalifa Ababacar Sall ses droits civiques et politiques. Où est-ce que le Conseil constitutionnel est parti chercher cet argument qui lui a permis de dire que Khalifa n'a plus la qualité d'électeur? Si ce n'est d'avoir fait un faux pour asseoir une fausse motivation qui a permis d'aboutir à un mensonge judiciaire. On va s'arrêter un peu sur ce cas Khalifa Sall avant d'aborder le cas Karim Wade, parce que c'est les deux cas qui nous intéressent aujourd'hui. Quelque part, en lisant ce texte du Conseil constitutionnel, il évoque l'article L27 et L31 du Code électoral pour justifier, pour dire que Khalifa Sall ne peut pas se prévaloir du statut d'électeur. Or, ce qu'on pose aujourd'hui comme question, comme Babacar l'a relevé, à quel moment on a retiré à Khalifa Ababacar Sall cette inscription sur les listes électorales? Parce qu'en 2014 déjà, il était question, au législatif de 2017 déjà, il était question que Khalifa Sall sorte de prison pour aller voter. On a dit, l'adage dit que qui veut noyer son chien l'accuse toujours de la rage. Et je crois que manifestement, c'est ce qui est arrivé avec Khalifa Sall et c'est aussi ce qui est arrivé avec Karim Wade. Aujourd'hui, le pouvoir a cherché tous les moyens pour essayer d'invalider la candidature de Khalifa Sall. Et je crois que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, la condamnation de Khalifa Sall n'étant pas définitive, ce qu'ils ont fait tout simplement, ils l'ont présumé, mais je dis malheureusement, une condamnation ne se présume pas, elle se constate. Or, aujourd'hui, la condamnation de Khalifa Sall n'est pas du tout définitive. Et je me dis, en ce moment-là, quel serait le sens même d'un rabat d'arrêt si déjà ils ont prononcé une sentence quand même condamnatoire à l'endroit de Khalifa Sall. Et c'est pourquoi moi, ce qui me pose problème, c'est les incohérences qu'il y a autour même de ce dossier de Khalifa Sall et de Karim Wade. Tout à l'heure, quand on va évoquer le cas de Karim Wade aussi, ce sont les mêmes incohérences qu'on trouve dans le dossier de Karim Wade. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont chargés de garder, en tout cas de veiller sur les libertés des gens, ceux-là qui sont chargés aussi, parce que pour moi, j'ai toujours dit que les juges constitutionnels, pour moi, ce sont les gardiens de la Constitution. Malheureusement, ce sont les premiers aujourd'hui qui c'est-à-dire, en tout cas, ce sont les têtes de pont, ce sont ces gens-là qui, en tête de pont, violent constamment la Constitution. Parce que toutes les dispositions qu'ils ont prises à l'encontre de Karim Wade et à l'encontre de Khalifa Sall, c'est-à-dire ça va à l'encontre même de la Constitution. Aujourd'hui, nous faire croire que Khalifa Sall n'a pas le statut d'électeur en se basant sur des articles, alors que moi, je dis que la condamnation de Khalifa Sall n'étant pas encore définitive, parce que qu'on le dise ou non, la disposition est très claire en la matière 4 de cette loi organique que Babacar a évoqué tout à l'heure, le rabat d'arrêt est suspensif. Moi, je crois que
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Aujourd'hui, le professeur Ndiak Fall de l'université l'a dit. Maintenant, ces gens-là qui veulent faire nous croire que le rabat n'est pas suspensif, c'est-à-dire ils ne sont pas plus instruits que nous, ils ne comprennent pas mieux le français que nous. Ce n'est même pas un problème de droit, c'est tout simplement un problème de français. Or, je crois que dans l'article quand même, en sa matière 4, c'est extrêmement clair, il n'y a aucune ambiguïté, le rabat est suspensif. Et sachant maintenant, aujourd'hui, que les gens allaient se rabattre sur ce rabat, malheureusement, voilà que la décision de la Cour suprême tombe comme un coup pareil. Mais je dis encore une fois de plus, ça ne nous étonne pas encore venant de ce Conseil constitutionnel. Parce qu'à maintes reprises, à maintes occurrences, on a vu que le Conseil constitutionnel, chaque fois qu'il s'est agi en tout cas de trancher légalement, moi je ne dis pas en faveur de l'opposition ou bien en faveur du pouvoir, toujours le Conseil constitutionnel n'a jamais voulu quand même se prononcer légalement sur les pourvois, en tout cas sur les décisions de justice que l'opposition lui a toujours soumises. Et c'est malheureux aujourd'hui que ces gens-là, à qui la Constitution garantit toute leur indépendance, la Constitution leur garantit toute leur indépendance, mais on a l'impression que ces gens-là n'en veulent pas du tout. Nous sommes au regret de le dire parce que ce qui est symptomatique aujourd'hui, regardez après la publication de la décision concernant Khalifa Sall et Karim Wade. 2 camions de gendarmes ont escorté le président du Conseil constitutionnel. Et mais à quelle fin? C'est comme s'il y avait une menace qui pesait même sur les membres du Conseil constitutionnel. Donc cela veut dire quoi? Et pour moi c'est l'acte le plus banal. Les gens auraient pu tout simplement faire une affiche et sortir avec leur voiture sans pour autant même être escortés. Mais si on déplace des contingents de gendarmerie pour accompagner, en tout cas pour escorter le président du Conseil constitutionnel, c'est parce que quelque part quand même il y a un malaise et que eux, peut-être ils ne sont pas en mesure de pouvoir le dire. Mais ce qui est dommage, c'est-à-dire force restera toujours, en tout cas, à la loi. Les gens ont beau violer la loi, mais force restera toujours à la loi. On a vu ici des dictateurs qui de tout temps ont toujours violé la loi, mais un jour la loi s'est abattue sur eux et vous avez le résultat, ça ira. Ce qui est arrivé récemment en RDC, les gens l'ont vu. Il y a des gens qui sont agrippés au pouvoir, mais quand la volonté populaire s'est exprimée, je crois qu'ils ne pouvaient faire que cela. Et je crois que dans ce pays-là aussi, en tout cas ceux qui aspirent au pouvoir doivent toujours avoir, en tout cas, respecter la démocratie dans ce pays. Mais ce n'est pas tout simplement en voulant forcer la chose, en se choisissant ses propres candidats, que l'on parviendra tout simplement à se faire élire. Malheureusement, nous sommes, en tout cas moi je suis désolé de le dire, cette élection-là, si ça se passe ainsi, pour moi ce sera une non-élection. Parce que dès l'instant que le Premier ministre et Ismaïla Madior Fall se sont prononcés à une semaine d'intervalle en disant que nous allons avoir 5 candidats, ça veut dire que déjà il y a un agenda que les gens étaient en train de dérouler. Le président Macky Sall aussi une fois a dit que ces sondages lui attribuent 54%. Je ne serais pas surpris si dans ces conditions-là on va aux élections que le président s'arroge 54 ou 55% de l'électorat au premier tour. Malick Diop, Serigne Saliou l'a dit, ce qui étonne dans cette affaire-là, c'est que déjà je me rappelle un peu la une du journal Walf Quotidien d'il y a quelques semaines où le Premier ministre disait qu'il n'y aura pas plus de 4 candidats face à Macky Sall. Aujourd'hui, c'est exactement au même scénario que nous assistons. Est-ce que c'est parce que quelque part, ils savent que le Conseil constitutionnel a un champ d'action, un champ de compétences très limité, ou bien finalement, comme le disait Babacar tout à l'heure, c'est que c'est l'exécutif qui dicte le tempo? Vous savez, une histoire, on dit quand une histoire, l'histoire bégaye. Quand tu se reproduis une première fois, c'est une stratégie, c'est une tragédie. Une deuxième fois, c'est dramatique. Une troisième fois, c'est une comédie. Et je pense qu'on est arrivé, je pense, à cet exercice, quoi. Je pense, comme vous dites, les faits sont là. On ne peut pas les nier. C'est-à-dire que quand les gens fixent d'abord, a priori, le nombre de candidats, et par hasard, on tombe là-dessus, ça nous amène à poser des questions. Je pense que c'est des trucs comme ça. Quand on veut rationaliser le nombre de candidats, on voit en limite, ça pose aussi des questions. Quand l'opposition dit qu'on va sélectionner les candidats, on arrive à cette... Je pense qu'il y a une concordance de faits qui sont là et qui ne plaident pas pour une démocratie majeure. Et qui remet en cause, je pense, certains principes. Je pense que ça, il faut qu'on ait le courage, nous tous, de le constater et de le dénoncer. Je pense que c'est ça notre rôle. Maintenant, à partir de ce moment-là, il faut que chaque acteur puisse maintenant prendre sa responsabilité. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut.
il ne faut pas que aussi que... Parce que pour vous, ce n'est pas le combat des seuls politiques. Non, non, ce n'est pas seul, mais aussi, il faut, c'est le combat aussi politique. C'est éminemment politique. Parce que c'est des trucs, c'est des combats partisans. Mais il ne faut pas aussi que les citoyens aussi ferment les yeux sur certaines questions parce que au bout de la chaîne, ça revient sur eux. Je pense que c'est important qu'on puisse arriver à cette notion-là. Maintenant, le débat, pour moi, c'est pas aussi, c'est pas du juridisme. Je pense que c'est un débat aussi politique. Il faut, parce que c'est un débat d'élégance républicaine, de pratique républicaine et gentleman républicain. Il faut qu'on arrive, je pense, à un consensus sur certaines. Vous savez, il y a des pays, il n'y a même pas de code électoral. Et on fait des élections libres, transparentes. Donc, c'est juste des consensus qu'il faut trouver forts, des consensus sur lesquels on accepte les règles du jeu. Est-ce que ce n'est pas cela l'échec du régime, au-delà du pouvoir actuel, de la classe politique sénégalaise, de n'avoir pas pu, après les événements de 2011-2012, trouver ces consensus forts qui ferait qu'on ne reviendrait plus sur des questions liées à la candidature de tel ou bien à l'indépendance de la justice, par exemple? C'est là où je parlais, c'est-à-dire qu'il fallait dépasser les questions de participation politique. C'est là où je dis, il faut, parce qu'on est à notre 11e élection présidentielle. 11e déjà. C'est pas 2e, 3e. 11e. Donc, on a la culture, on a la pratique de ces exercices-là. Donc, on devait stabiliser, je pense, certaines questions de participation politique. Je pense que c'est un recul quand on dit aujourd'hui, tel ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas inscrit. Je pense que ces questions-là, on devait les dépasser. Je pense que c'est important. L'autre aspect aussi, c'est qu'il faut que nous tous nous mettons devant notre responsabilité. Notre responsabilité, quand il faut, c'est vrai que l'État a la grande responsabilité, c'est l'État, c'est au parti au pouvoir d'assurer la transparence, d'assurer les règles, le respect des textes et le respect de la Constitution. C'est à eux de le garantir. Mais aussi les acteurs politiques ont aussi la responsabilité aussi de s'asseoir et de discuter. Je pense que ce manque de dialogue-là a conduit peut-être à ces processus-là. Je pense à un certain moment, même si on ne tombe pas d'accord, il faut accepter des fois de dire, même on a discuté, mais on ne tombe pas d'accord. Et prendre l'opinion publique comme témoin. Pour dire qu'on y était, on n'est pas tombé d'accord sur tel point, et l'opinion prendra sa décision. Parce qu'au finish, c'est le citoyen qui décide. Alors, Lamine Ba, vous nous disiez tout à l'heure que le président Macky Sall, on est tombé dans son piège. Et quand je dis on, c'est vous, de la classe politique, de l'opposition particulièrement. Est-ce que le piège n'a pas été de vous mener dans ce combat juridico-juridique où on a passé beaucoup de temps à parler de l'affaire Karim Wade, de l'affaire Khalifa Sall? Il a envoyé Karim Wade en prison. On a passé des mois et des mois sur cette affaire-là, sur Khalifa Abakar Sall. Pendant ce temps-là, des actes forts ont été posés. Je veux nommer par exemple le référendum qui a permis de changer la Constitution, voter la loi sur le parrainage. Tout cela est passé sans que l'opposition n'ait pu soutenir le rapport de force sur le terrain politique, que le combat était trop juridique. Est-ce que ce n'est pas cela le véritable piège? Non, je ne crois pas. Parce qu'il faut qu'on règle les choses d'abord. Que veut Macky Sall et son régime? Qui eut au Sénégal qu'aujourd'hui, qu'on puisse revenir à un débat de qui doit participer à l'élection présidentielle et qui ne doit pas participer? Qui eut cru, il y a 12 ans, que nous allons aujourd'hui arriver à un scénario où c'est le pouvoir qui décide qui doit être électeur et non électeur? Vous savez, je pense que ça n'a jamais existé au Sénégal. Hein? Oui, non, je vous dis. Et si nous réfléchissons en termes de responsabilité, on a élu Macky Sall. Macky Sall a été élu sur la base d'un certain nombre d'engagements qu'il avait pris devant les Sénégalais et soutenu par la société civile, par bon nombre de partis politiques qui s'étaient tous engagés dans la dynamique de Wade dégage, sans pour autant réfléchir sur après Wade c'est quoi. Va-t-on avoir un système solide, durable, qui pourra prendre en compte toutes nos préoccupations et revendications qui nous regroupaient à l'époque à la place de l'Obélisque? Ce n'était pas le cas. On a été très léger. Mais ça, ce débat est dépassé. Ce qu'il faut retenir, moi je crois que l'opposition sénégalaise, dans sa grande majorité, a fait ce qu'elle devait faire. Parce que nous sommes dans un pays civilisé.
la démocratie, comme j'ai moi l'habitude de le dire, ce n'est pas des armes, c'est des idées, c'est la confrontation des idées. Et je suis obligé de me résigner à l'assertion de Slama qui disait que, en s'adressant à la démocratie française, pour dire que malgré l'introduction du suffrage universel, malgré les acquis démocratiques, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, la démocratie française était encore fragile. C'est notre cas. Malgré le code consensuel de Kebambaye, qui était le socle d'une stabilité qu'on devait tirer de l'organisation d'élections, malgré les deux alternances démocratiques qui nous ont permis d'organiser des élections et que le lendemain, quel que soit le niveau d'engagement des Sénégalais et leur degré de frustration, ont aussitôt repris le service, repris le travail, ce qui était même plus cité en référence comme étant le facteur... Le vaincu qui félicite le vainqueur. Exactement. Maintenant, moi je pense que le vrai débat c'est qu'est-ce qui a amené et motivé le courage, vraiment le courage du président Macky Sall à penser que ce pays, il est le seul à exister et ça court. Que 45 professeurs d'université qui n'appartiennent à aucune formation politique écrivent un document pour contribuer à la marche du pays ne soit pas important. Que d'éminents juristes, étant même aujourd'hui acteurs, que ce soit de la classe politique ou judiciaire, puissent lever la voix. On dit, ça n'a pas de sens. Je rappelle que vous avez entendu l'affaire Yaya Dia, le magistrat Yaya Dia. Oui. Vous avez vu le magistrat Dem, qui était membre de l'Union des magistrats du Sénégal, qui a dit que nous avons une justice couchée. Mais depuis tous ces scandales, tous ces problèmes, avez-vous une fois entendu le président de la République, qui est pourtant le gardien des institutions, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? Non. Donc, pour moi, le débat, il est très clair. Ce qui se passe dans ce pays, c'est une volonté de compromettre notre démocratie par le choix d'aller seul, de façon solitaire, se permettre de malmener notre code électoral, d'en faire ce que l'on veut, parce que toutes les lois liberticides, antidémocratiques qui ont été introduites dans le corpus judiciaire, juridique et électoral de notre pays ont été initiées sur la base d'une volonté d'une partie, c'est-à-dire le vainqueur, Macky Sall et son régime. Toutes les décisions là qui sont intervenues sur le parrainage, l'opposition était là, on a boycotté, les gens ont appelé à voter contre le référendum, les gens ont appelé à voter lors des dernières législatives et on a vu ce que ça a coûté, combien de bureaux de vote qui ont été saccagés. Donc moi je pense que Macky Sall ne va pas nous enfermer dans une situation de constat et de dénonciation. Il est aujourd'hui clairement établi. Jusqu'ici, on est dans le constat et la dénonciation. On n'avance pas. Ouais. Ce que nous avons comme conscience, c'est qu'aujourd'hui, notre démocratie est encore très fragile. Et qu'il est plus qu'urgent de repenser le modèle démocratique, de permettre aux partis politiques de retrouver leur place et de pouvoir jouer pleinement leur rôle. Parce que nous, il y a de cela 2 ans, 3 ans, on aurait engagé le combat de la rue. Peut-être qu'on n'arriverait pas à convaincre aujourd'hui un seul Sénégalais du bien fondé de notre combat. On aurait aussi d'énormes difficultés à partager avec aujourd'hui la majorité des Sénégalais qui sont tous convaincus que Macky Sall est capable d'aller jusque là où on ne l'attend pas. Ouais. Ne serait-ce que pour assouvir son ambition d'avoir un deuxième mandat qui est quasiment impossible. Avant d'aborder le cas Karim Wade, Lamine pose un débat intéressant, Babacar Tchaiba, c'est que quelque part, qu'il s'agisse des politiques ou bien des observateurs, souvent c'est ce qu'on entend, on sait ce que le président Macky Sall veut faire. Son agenda, il l'a établi, il ne s'en cache pas. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment se fait-il, Lamine parle de ce courage du président Sall, je ne sais pas si c'est un courage ou pas, mais comment se fait-il que ce qu'il a envie de faire, il le fait, et on a l'impression que l'opposition peine aujourd'hui à mobiliser l'opinion nationale autour de questions qui feraient que les gens établissent ce rapport de force, parce qu'en vérité, il s'agit bien de rapport de force. D'accord avec vous pour dire que nous avons eu effectivement tort de croire que nous avions affaire avec un homme
loyal et courageux. Nous avons eu tort de penser que, quelles que soient les dérives de Macky Sall, il y aura toujours une justice forte et indépendante pour l'arrêter. Et c'est justement parce que nous avons eu tort pendant des années, et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Mais à mon avis, il y a un autre paramètre aussi qu'il faut intégrer. Je ne suis pas d'accord avec Malik quand il dit que c'est un combat politique. Les combats de gouvernance ne sont pas des... Le défi de gouvernance n'est pas un défi, un combat pour les politiques. C'est un combat pour un pays. Parce que la question de la gouvernance est au cœur de la démocratie, du développement. Dans d'autres pays, je ne sais pas si ça peut arriver dans notre pays, c'est parce que ces questions de gouvernance n'ont pas été réglées et que les crises répétées ont subsisté qu'ils en sont aujourd'hui à des lignes de fracture sociale tellement graves que cela a pu produire des crises ou des grèves. Cette question de la gouvernance, qui était au cœur de notre projet dans les conclusions des Assises nationales, et qui était au cœur de nos engagements dans le cadre de Benno Siggil Sénégal, cette question-là devait être le premier défi que Macky Sall et ses alliés auraient dû résoudre à partir de 2012. C'est pourquoi il est totalement inconcevable, et je suis d'accord avec tous ceux qui l'ont dit, d'en arriver aujourd'hui à se poser la question qui peut être candidat à une élection présidentielle. Pour moi, cette question de gouvernance, n'ayant pas été résolue, c'était au peuple sénégalais de prendre la tête du combat. Il ne faut pas qu'on pense que ces combats-là, c'est pour les hommes politiques. C'est un combat pour le pays, c'est un combat pour les citoyens. Parce que tant qu'on n'aura pas structuré la gouvernance, la fixé dans le marbre, en tout cas pour certaines de ces dispositions, on en arrivera toujours à ces questions-là. Maintenant, Moustapha, oui. Et pour revenir à votre question, il est clair qu'en ce qui nous concerne, aujourd'hui, il nous faut revoir notre stratégie face au pouvoir. Nous pensons avoir donné suffisamment de gages, de bonnes dispositions à la stabilité de notre pays, à la pacification de l'espace public. Mais nous nous rendons compte chaque jour que Macky Sall, dans sa logique, a fait le choix de nous inviter à la confrontation. Et il faut prendre le pari. Moi, je pense que nous, de l'opposition, nous devons prendre le pari que Macky Sall nous impose. Et prendre le pari, c'est aller à l'affrontement, aller à la confrontation, puisque c'est ça qu'il veut. Mais je veux jusqu'à ce moment-là que personne vienne désigner du doigt pour nous dire que nous sommes responsables de la situation qui va en résulter. Le seul responsable de ce qui peut arriver à partir de maintenant, après la décision du Conseil constitutionnel, le seul responsable, c'est Macky Sall. Et il peut être assuré. Il peut être assuré. Vous dites, Lamine disait tout à l'heure qu'il a du courage. Mais moi, je réponds à Lamine que le courage, ce n'est pas de se réfugier derrière des magistrats. Le courage, ce n'est pas de s'abriter derrière des gendarmes et des policiers. Le courage, c'est de faire face. Et nous, nous l'invitons à faire face. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a une opposition qui a les moyens de faire face au pouvoir de Macky Sall? Vous le pensez sincèrement? Nous pouvons nous donner les moyens de faire face. Parce que Macky Sall n'a pas plus de pouvoir qu'Abdoulaye Wade ou Abdou Diouf. Serigne Saliou a dit tout à l'heure, force reste à la loi. C'est un terme, je suis d'accord, hein, que je n'aime pas parce que c'est le terme qu'ils reprennent. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils n'ont aucune certitude. Et quand ces moments-là arrivent, on dit force reste à la loi. Moi, je préfère dans ces circonstances qu'on dise que force reste au peuple. Parce que même la loi, c'est le peuple qui l'a fait. Voilà. Voilà. Donc, force doit rester au peuple. Et aujourd'hui, justement, nous appelons le peuple sénégalais à prendre conscience du danger qui guette notre pays. À prendre conscience que Macky Sall n'est plus dans des dérives autoritaires. Il est dans une logique autoritariste. Et cette logique autoritariste-là, ça commence par éliminer Khalifa Ababacar Sall, Abdoul Mbaye, Agibou Soumaré, Karim Wade, Malik Gakou. Ce sera après dire qu'on a gagné une élection au premier tour avec sans doute un score soviétique
Ce sera après de dire, je vais faire un 3e mandat. Ce sera après de dire, je vais installer mon frère ou mon fils. Si on n'arrête pas ce qui est en train de se dérouler, si on ne prend pas la mesure ou la gravité de la situation actuelle, demain des pages plus sombres vont s'écrire. Et pour ma part, je considère que ce combat-là, ce n'est pas le combat de l'opposition uniquement. Nous sommes dans notre rôle en appelant à la mobilisation. Nous sommes dans notre rôle en appelant à des manifestations. Mais nous croyons fermement que c'est avec tout le peuple sénégalais que nous pouvons faire face pour arrêter cette logique autoritariste de Macky Sall. Serigne Saliou Gueye, arrêtons-nous un peu sur le cas Karim Wade. Le Conseil dit que son casier judiciaire mentionne une condamnation de 6 ans pour enrichissement illicite. Sa déclaration de candidature ne comporte pas le numéro de la carte d'électeur. Alors, on a envie de dire que quelque part, ça on le savait. On savait que Karim Wade avait été condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Est-ce que quelque part, le Parti démocratique sénégalais, certainement Lamine va répondre à ça, ne s'est pas entêté à vouloir maintenir cette candidature-là tout en sachant qu'on en arriverait à ça? Je crois qu'aussi le Parti démocratique sénégalais est dans sa logique. Il ne pouvait pas faire autrement. Parce que je les ai entendus chaque fois dire qu'ils n'avaient pas de plan B. Oui. Et le fait tout simplement d'en concevoir, c'est tout simplement accepter l'idée que Karim Wade ne peut pas du tout être candidat. Je crois que vraiment à ce niveau-là, ils ont complètement raison de mener le combat jusqu'au bout, même si on s'attendait à une élimination éventuellement de Karim Wade. Mais ce qu'il faut voir, Moustapha, dans l'affaire Karim Wade, c'est que là aussi, comme je l'ai dit tantôt sur le cas Khalifa Sall, il y a toute une série de violations de la Constitution, de la loi à l'endroit, c'est-à-dire... Pour le cas Karim Wade, à quel niveau y a-t-il eu violation? D'abord, pour le cas de Karim Wade, dans un premier temps, quand Karim Wade a été condamné, on a dit que Karim Wade n'a pas perdu ses droits civiques. Le ministre de la Justice de l'époque... Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui commençaient à dire que Karim Wade a perdu ses droits civiques. Je crois que les conseils de Karim Wade ont mené le combat médiatique encore, en disant que pour que Karim Wade puisse perdre ses droits, il fallait expressément que le juge puisse l'annoncer. Or, le juge ne l'a pas du tout dit. Et je crois que cette piste-là, quand même, ne menait à rien. C'est la raison pour laquelle ils l'ont laissé. Deuxièmement, ils sont fondés encore sur l'article L31 du Code électoral. En disant, notamment, bien sûr, en son alinéa 2. Et là aussi, ils sont référés sur, éventuellement, ceux qui ont commis des délits, mais concernant les détournements, l'abus de confiance, mais où il n'y a pas quand même l'enrichissement illicite. Et on a dit que concernant ces délits, si vous les commettez et que vous êtes condamné à 6 ans, quand même vous ne pouvez plus jouir, je crois, de vos droits. À ce niveau-là aussi, dès l'instant que les gens, ils ont mené aussi la bataille, ils se sont dit que de ce côté-là aussi, ça peut ne pas fonctionner. Il fallait nécessairement modifier l'article 57 du Code électoral en insérant dans ces dispositions-là tout Sénégalais électeur, c'est-à-dire la notion d'électeur. Mais là aussi, je dis que les gens là se sont plantés parce que, moi, à mon humble avis, je crois que la loi constitutionnelle est au-delà de toutes les lois. Or, si on se fie tout simplement à l'article 3 de la Constitution, et en plus, à l'article 27, repris par l'article 27 du Code électoral, on verra tout simplement que la notion d'électeur, c'est tout simplement articuler le fait que tout Sénégalais qui est âgé de 18 ans et qui remplit les conditions tout simplement pour être électeur. Donc, la notion d'électeur n'est pas arrimée tout simplement à l'inscription de l'électeur. Et moi, je dis que le corps électoral, quand même, se divise en 2 entités. Il y a d'une part ce qu'on appelle les électeurs potentiels et d'autre part ce qu'on appelle aussi les électeurs effectifs. Et les électeurs effectifs, ce sont les électeurs qui sont inscrits. Donc, je dis que si on analyse bien la loi constitutionnelle, on se rendra compte qu'en réalité, le fait de ne pas être inscrit sur les rangs ne signifie pas que Karim Wade n'est pas du tout éligible. Et je crois que là aussi, les gens, ils ont mené la bataille. Et finalement, je crois qu'ils sont fondés sur cela pour invalider la candidature de Karim Wade. Autre chose encore, au moment où les gens modifiaient la loi, parce que la loi a été modifiée, je crois, le 4 juillet 2018. Or, si on se réfère à l'article 6 de la Constitution, on a dit que nul ne peut être condamné en vertu de quelque chose si cela est entré en vigueur avant la commission même de l'acte. Or, qu'est-ce que l'on a vu concernant le cas Karim Wade? Karim Wade a été condamné depuis 2015 et en 2014, Karim Wade a été condamné et
la loi a été modifiée en juillet 2018. Ce qui veut dire que donc la loi ne peut pas du tout rétroagir. Je crois que ça, c'est un élément fondamental même du droit, que la loi ne peut pas rétroagir. Donc, si on rassemble tout cela, c'est-à-dire, j'ai dit qu'encore une fois de plus, c'est la Constitution qui, dans son essence, a été profondément violée par cela même qui devait se charger de gérer cette Constitution. Malheureusement, aujourd'hui, Karim Wade, on a dit que le numéro de la carte d'électeur ne figure pas dans son dossier. Alors que j'ai dit, si on fait l'analyse profonde de la Constitution, potentiellement, Karim Wade quand même reste toujours éligible. Même s'il n'est pas électeur, Karim Wade aussi est éligible. Mais l'autre chose encore, ce qui me fait mal, c'est le fait que c'est Aly Ngouille Ndiaye lui-même qui a décidé d'exclure Karim Wade de l'ex-électorat. C'est à ce niveau d'ailleurs que le débat se pose, tout comme Khalifa Ababacar Sall, on s'est interrogé parce que là, qui a retiré Khalifa Sall des listes, mais avec Karim Wade, on le sait, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur. Or, en la matière, le ministre de l'Intérieur n'est pas habilité à le faire. Il faut nécessairement qu'au niveau du greffe de la Cour d'appel, quand même qu'on puisse recevoir une notification en disant que tel ne jouit pas de ses droits électoraux pour telle ou telle échéance électorale. Or, ici, la Cour d'appel ne l'a pas du tout fait. Et quand les conseils de Karim Wade ont interpellé la présidente du tribunal hors classe de Dakar, elle s'est déclarée incompétente. Dès l'instant qu'on s'est rabattu aussi au niveau de la Cour suprême n'a fait que confirmer la prise de position de la présidente de la Cour d'appel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà manifestement des magistrats aussi qui refusent de prendre leurs responsabilités devant ce que le politique est en train de faire. Parce que je me dis, au nom de quoi Aly Ngouille Ndiaye a la compétence ou bien la capacité de vouloir invalider la candidature d'un citoyen sénégalais, alors que lui, il n'en a pas du tout les compétences. Et je crois que c'est à ce niveau-là où la justice sénégalaise encore a pris des coups sans pour autant être capable de se défendre. Malick Diop, vous de la société civile, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui à ce niveau qu'il faudrait chercher le danger qui guetterait le Sénégal quand on a ce sentiment général que les magistrats, comme l'a dit tout à l'heure Serigne Saliou, ne prennent pas assez leurs responsabilités? C'est vrai que c'est la perception, elle est vicieuse, elle est têtue. Quand ça emprunte un peu la masse, ça devient une réalité. Et cette perception-là, tu la sens au niveau des citoyens, au niveau du peuple, que voilà, que cette justice-là est bâillonnée, que cette justice est aux ordres. Et ça, c'est ça qui fait qu'il y a une défiance par rapport à notre justice, qui devait être le rempart, le soupape de sécurité à nos institutions. Et je pense que c'est important, parce qu'en général, on dit le pouvoir, on dit qu'il y a 3 pouvoirs. Mais il y a d'autres puristes doctrines qui disent que non, il n'y a que 2 pouvoirs. La justice est une autorité. C'est une autorité. Une autorité, c'est différent du pouvoir. C'est-à-dire que quand les 2 pouvoirs sont donc à la dérive, sont à certaines limites, c'est l'autorité qui est là pour dire arrête. Et si on n'a plus cette autorité-là judiciaire, ça pose problème. Et ça, c'est fondamental en termes de perception. Et c'est criard et c'est dangereux. Parce que si le citoyen ne se reconnaît plus envers sa justice, s'il ne se reconnaît par rapport à ses juges, ça veut dire qu'il n'y a plus les fondements de l'état de droit commencent à s'affaisser. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau-là. L'autre aspect, c'est que disait Babacar, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut qu'on arrive sur ces questions-là, en fait, un débat, des questions politiques, éminemment politiques. Mais il faut arriver à ne pas faire des débats des politiciens. C'est ça que je veux dire. Il y a cette nuance-là. Il faut qu'on arrive à porter ce débat-là au niveau politique, que les citoyens, que le peuple puisse se dire que c'est des cas éminemment politiques, éminemment de gouvernance. Mais est-ce qu'on a tous les leviers aujourd'hui qu'on peut activer pour mobiliser ces situations autour de cela? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que les politiques, tout confondu, est-ce qu'ils n'ont pas aussi prêté le flanc à certains moments ou à ce que le citoyen puisse démissionner ou être en retrait pour dire qu'ils sont tous dans le même sac. Et ça, c'est ça qui fait que aussi on ne peut pas mobiliser. Ces combats politiques-là doivent être portés par les citoyens. Si on a reculé le 29 juin et tout ça, ce n'était pas parce que Abdoulaye Wade, il est foncièrement démocrate, ça on ne doucait pas, mais il y avait un rapport de force qui était là. Oui. C'est-à-dire que les gens, à un certain moment, ont mené un rapport de force. Donc, c'est un rapport de force qui permet aussi à l'autorité de dire
attends. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour avoir le même rapport de force? Mais c'est ça. Parce que c'est les combats qui sont menés par l'opposition actuelle n'intéressent pas le peuple, ou bien c'est parce que justement vous parlez de perception, c'est la perception générale que les gens se disent quelque part que c'est une affaire des politiciens, laissons-les se battre. Voilà, c'est ça. Ça dit que nous qui travaillons avec les... C'est cette perception. Il dit, écoutez, c'est des combats des politiciens. Or, ce n'est pas des combats des politiciens. Ce n'est pas les combats des politiciens, c'est un problème de gouvernance, de droit, de principe. Il faut qu'on puisse arriver à mobiliser tout le monde sur ces questions-là. Mais comment le faire? Parce qu'il y a aussi cette perception qui est très tenace, qui est très... que voilà, ils vont faire la même chose, c'est le même sac. Je pense que ça aussi, c'est un travail que nous devons tous faire, que ce soit les politiques, la société civile, etc. Et je pense que c'est important qu'on puisse arriver à ce stade-là. Maintenant, nous allons vers des élections très compliquées. Je pense qu'il faut tous que... Et que nous, notre rôle aussi, c'est d'attirer, d'alerter, de prévenir, d'alerter, mais aussi de mettre la pression sur tous les acteurs. D'accord. Alors, avant de retourner à Lamine Ba, il pose un débat intéressant, c'est le domaine de la perception et puis comment faire pour avoir une opinion publique forte dans ce pays. Aujourd'hui, en écoutant les Sénégalais des grandes places, dans les cas rapides, etc., on a comme l'impression qu'ils se disent bon, de toute façon, les politiques ont perdu leur crédibilité, les journalistes écrivent quelque part du n'importe quoi. Comment construire une opinion publique dans ces conditions-là? Se dire aussi qu'à un certain moment, ceux qui ont mené le combat démocratique ici, le lendemain de la prise du pouvoir, il y a beaucoup quand même qui ont rallié le camp du pouvoir. Et ça, vraiment, au grand, bien sûr, détriment de la masse. Parce que je dis qu'aussi, dans tout combat, il faut toujours qu'il y ait des locomotives. Or, moi, je dis qu'une bonne partie aussi des locomotives, on les a démontées, on les a installées au palais aujourd'hui. Et c'est ça aussi. Regardez les têtes d'affiche de la société civile. Ceux-là aussi, les hommes politiques qui transhument de façon outrancière. À un certain moment, les Sénégalais ne se retrouvent plus dans ce débat parce que ceux qui menaient les combats démocratiques, c'est vrai qu'il y en a toujours, mais ceux qui étaient vraiment en ligne de front dans ces combats démocratiques, après l'accession de Macky Sall au pouvoir, il y a beaucoup quand même aujourd'hui qui ont rallié le camp du pouvoir et qui ont renié complètement aux principes pour lesquels ils menaient ce combat démocratique. Maintenant, le citoyen qui voit cela, en ce moment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'ils sont tous les mêmes, on les loge à la même enseigne, on les met dans le même sac. Or, il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y en a quand même qui sont toujours dans le camp de la résistance. Quand je parle de la résistance, c'est-à-dire de la résistance démocratique. Parce qu'un pays aussi, il faut toujours quand même qu'il y ait de l'opposition démocratique, de la résistance démocratique. Mais il n'est pas dit tout simplement qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent jouer toujours au trouble fait, ou bien les porteurs d'idées, ou bien les leaders, que le président, je ne sais pas, par des tours de passe-passe, les fait entrer au palais. Et je crois qu'il faut quand même que ça arrête. Parce que le peuple ne se reconnaît plus dans ce type de combat. Et c'est ça qui explique en bonne partie pourquoi la plupart du temps, quand on appelle même souvent à un rassemblement, que les gens ne veulent pas du tout adhérer. Tout à l'heure, en off, bien sûr, quelqu'un, Babacar, qui disait que ces gens-là qui ne veulent plus, qui disent que nous attendons le jour J pour aller voter. Mais c'est parce que aussi les gens, ils sont lassés de voir à chaque fois que quand un combat est mené, par la suite, il y en a qui en profitent pour aller rallier le camp du pouvoir, tout simplement pour bénéficier des ordres du pouvoir. Vous êtes journaliste comme moi, Cyril Salou. Est-ce que quelque part, nous, de la presse, nous n'avons pas notre part de responsabilité dans cette situation-là quand on se permet des scènes très simples? Par exemple, Babacar est de la coalition Taxawu Sénégal aujourd'hui. Il me dit des vertes et des pas mûres sur le président Macky Sall. Demain, il revient sur mon même plateau pour me dire que Macky Sall est le meilleur. Je le laisse parler. Est-ce que quelque part, ça ne pose pas problème? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la presse? Mais c'est d'abord un problème de vertu qui se pose. Oui. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui dit aujourd'hui une chose et que demain, il revienne sur la même chose pour dire qu'il ne l'a pas dit exactement de ce côté-là. Le président l'a fait. Hein? D'ailleurs, c'est là où j'allais en venir tout simplement. Quand c'est le président lui-même qui donne le ton, je crois que maintenant, ceux-là qui sont derrière lui, ils ne peuvent faire que ce que le président est en train de faire. Et je crois que moi, je dis, un homme doit toujours avoir ses principes. On a beau être du camp du pouvoir, les convictions pour lesquelles on se battait quand on était dans l'opposition, ces mêmes convictions, on doit toujours les avoir. Si la démocratie, bien sûr, est en péril. Si la démocratie est en péril. Moi, il y a quelqu'un du PDS, Wakli, que je n'entends plus. Et qui pourtant... De Nioro, je pense. Oui, Wakli de Nioro. Je me rappelle de Wakli. Quand le combat s'est intensifié ici, il a été l'un des rares éléments du PDS
à dire tout simplement qu'il ne partageait pas ce combat-là que ses frères libéraux étaient en train de mener. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Aujourd'hui, Wakli s'est rangé du côté du pouvoir, mais depuis lors, je ne l'entends plus. Et pourtant, moi, je m'étais dit que voilà un politicien, en tout cas un homme politique sur lequel on doit prendre vraiment exemple. Malheureusement, ce Wakili-là, qui avait porté en tout cas la voix de certains démocrates à un certain moment, on ne l'entend plus. Et je crois qu'il faut des gens comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est dans le camp du pouvoir. Il y a aujourd'hui Tonkara qui animait l'émission, des émissions à la 2S, qui aujourd'hui est le conseil du président de la République. On a vu le combat démocratique qu'il était en train de mener au niveau de la 2S. Mais moi, j'ai dit, quand les gens ont dit, j'ai dit, si Tonkara peut mener le même combat qu'il menait quand il était à la conseil du président. Oui, ça dit, s'il peut mener ce même combat-là. Et je doute fort qu'il puisse mener ce même combat-là parce que le président de la République n'écoute personne. Il y a même aujourd'hui des conseils du président. Quand vous leur dites que vous êtes des conseils du président, par prudence, ils disent que nous sommes des conseils à la présidence, mais pas des conseils du président. Et je crois qu'on a vu bon nombre aujourd'hui de ces conseillers qui sont partis, le professeur Amsatou Sidibé, les Malingya et consorts. À un certain moment, ils ne pouvaient plus s'entendre avec le président. Ils ont préféré tout simplement rendre le tablier et sortir du palais ou bien se faire exclure par le président de la République. Lamine Ba, rappelons que cette liste de candidatures publiée par le Conseil constitutionnel n'est que provisoire. Elle n'est pas officielle ni définitive. Il faudra attendre peut-être d'ici vers le 20 pour savoir définitivement qui sera candidat et qui ne le sera pas. Mais tel que les choses se dessinent, Lamine, on va vers une élection où il n'y aura pas un candidat du Parti démocratique sénégalais, encore moins du Parti socialiste, ces deux partis qui ont fait quand même, avec les partis de la gauche, l'histoire politique du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas un échec pour ces deux partis? Non, je ne crois pas, parce que ces partis n'ont pas décidé librement le PS l'a décidé, hein? Non, le PS a décidé librement de ne pas y aller. Non, le PS aujourd'hui est entre les mains d'un homme qui en fait ce qu'il veut. C'est le constat lamentable. Ça, c'est ça. La deuxième chose, c'est que il faut qu'on règle les concepts dans ce pays. Il a dit tout à l'heure, réglons la question des déchéances, de la déchéance des droits civils et politiques. Il faut qu'on soit formel. La déchéance ne peut se faire que sur la base d'une décision de justice. Seul le juge peut prononcer une déchéance des droits. Que ce soit Khalifa Sall ou Karim Wade, on ne peut pas me citer un seul juge ou une juridiction qui a prononcé la déchéance des droits de ces deux messieurs. Ça, c'est un. Deuxième chose, mais qui nous gouverne? Est-ce que nous dit c'est ça la question. Parce qu'il faut juste invoquer un terme, la question de la hiérarchie des normes. Les normes ne sont pas isolées. Les normes sont liées et constituent une chaîne. Une loi, un règlement, la Constitution, les traités et conventions internationaux. Mais n'a-t-on pas dit à Macky Sall de remédier au cas Karim dans les plus brefs délais? Qu'il a dit, ce n'est pas la CEDEAO. Absolument. Qu'est-ce qu'il a fait? Je rappelle que avant la décision de la CREI sur Karim Wade, on avait demandé à la Banque mondiale de faire un audit sur l'affaire de la traque des biens mal acquis. Et la Banque mondiale avait sorti un rapport que l'État du Sénégal a sciemment mis sous le coude. Cela n'aurait-il pas impacté la décision de la CREI? Donc nous sommes dans un cas où ce n'est pas la bonne raison ou le droit qui dicte nos comportements et actions, mais c'est du je m'en foutisme. Parce que tout ce qu'on est en train aujourd'hui de dénoncer vigoureusement, mais cela résulte d'un plan minutieusement réfléchi, orchestré et exécuté par le président Macky Sall. Je rappelle que tout est parti de la révision constitutionnelle qui expulse d'office les Sénégalais ayant plus de 75 ans qui devraient pouvoir participer à l'exercice à la présidentielle. On ne le dit pas très souvent. Est-ce que les 75 ans du Sénégal n'ont pas la capacité ou la possibilité de diriger ce pays? Mais on a laissé passer. Parce qu'il faudrait qu'on règle aussi un dernier point. Peut-être nous sommes aujourd'hui victimes, Khalifa Sall, Karim Wade, mais on a dit tout ça. Mais les Sénégalais ont toujours perçu le combat des partis politiques comme étant leur propre affaire. C'est pourquoi je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je considère que le réveil va être brutal pour le président Macky Sall.
Parce qu'on a mobilisé le peuple. On l'a engagé dans un combat, espérant que ce qu'on a dénoncé ne fera plus l'objet de débats dans ces pays. Il ne faudrait pas confondre cette situation où les Sénégalais sont sidérés, profondément mal, ont le cœur déchiré et qui sont terrés chez eux. Personne ne peut vous dire ce qu'ils sont capables de faire demain. Personne. Et je rappelle ce qui s'est passé au Burkina Faso. Au Burkina, le départ de Blaise, jusqu'à 11h30, les gens ont dit au président Blaise que la situation était sous contrôle. Et c'est les services de renseignement français. Mais à 14h, Blaise Compaoré était obligé de quitter le pays. Donc, pour moi... Vous pensez qu'un tel scénario puisse se produire parce dans que ce je pays? respecte les Sénégalais. Je considère que les Sénégalais ne sont pas dans les partis politiques. Absolument. Et je considère que ces Sénégalais qui se sont mobilisés pour donner à Macky Sall 65%, parce que tout simplement, on leur a fait croire que Wade voulait donner le pays à son fils. Oui. Et qu'ils considèrent qu'eux, ils ont acquis un système démocratique qui ne permettait pas de faire une dévolution monarchique. Ces Sénégalais-là, nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux, nous ne sommes pas plus courageux qu'eux, nous n'aimons pas le Sénégal plus que ces gens-là. Et personne de nous ne sait aujourd'hui ce dont ils sont capables demain ou après-demain ou après-demain. Donc, ils sont les seuls tributaires et gardiens de la démocratie. Et donc, nous, politiques, nous devons veiller sur ça. Et je crois que demain, ces mêmes Sénégalais seront capables de ressortir et défendre leur démocratie. L'objectif, c'était tout simplement, aujourd'hui, en tant que formation politique, de les accompagner, d'aider à la bonne prise de conscience pour qu'ensemble, nous comprenions que la démocratie qu'on a pensée acquise ne l'était pas. Et qu'il fallait aujourd'hui partir sur un nouvel élan, beaucoup plus solide, beaucoup plus sécurisé, pour que demain, nous ne puissions pas nous retrouver dans ces débats qu'on a dépassés il y a 30 ans, il y a 25 ans, et que Macky Sall lui-même avait brandi ici, devant tous les Sénégalais. Rappelez-vous, c'est lui qui avait exigé de Wade la désignation d'une institution neutre pour l'organisation de ces élections. Je rappelle qu'il a dit, il a marché, il est allé à la place de l'obélisque. Aujourd'hui, il nous dit « Doumokodef ». Comme si aujourd'hui, les Sénégalais... Il dit également qu'il n'a jamais récusé Ousmane Ngom. Qu'au-delà de ceux qui sont dans les partis politiques ou qui sont avec Khalifa Sall ou Karim Wade, ces Sénégalais-là, qui sont foncièrement attachés à la démocratie, n'ont aucun intérêt ou aucune importance. Donc, voilà le drame dans ces pays. Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit, Tafa, on ne va pas faire du redire. Ce qui est important, nous, et ce qui nous interpelle, nous, en tant que parti politique, je pense que nous sommes dans la même pente que ceux de Khalifa, que les gars de Khalifa Sall et Khalifa Sall. Et que aussi, tous les autres candidats qui ont été recalés dès la première sortie du Conseil constitutionnel. Ce qui nous amène et nous condamne à comprendre que nous avons une responsabilité historique et que 2019 devra constituer pour nous tous un nouveau point de départ pour la démocratie sénégalaise et non pas l'élection d'un homme dont on n'a aucune garantie de ce qu'il va demain développer comme action de gouvernance ou bien action de... Abakar Tcheba, Lamine Ba l'a dit, le Parti démocratique sénégalais n'a pas choisi délibérément de ne pas avoir un candidat à la prochaine présidentielle. Ils se sont battus pour. Mais au PS, la situation est différente quand même. Le PS a toujours dit qu'il n'était pas question d'aller à une présidentielle sans un candidat du PS. C'est ce qui avait d'ailleurs expliqué l'implosion de Benno Siggil Sénégal en 2012. Aujourd'hui, on va vers une élection présidentielle sans un candidat issu des rangs du Parti social. Est-ce que ce n'est pas la mort programmée de ces partis, avec l'émergence d'ailleurs de nouveaux types d'organisations politiques comme le PASTEF d'Ousmane Sonko, le PUR de Issa Sall? L'émergence de nouvelles forces politiques ne se fera pas forcément au détriment des forces historiques dans notre pays. Moi, je ne crois pas du tout à la mort ou à la disparition des forces politiques qui ont construit les premiers moments d'animation de la vie politique au Sénégal. Et pour répondre à votre question sur l'absence d'un candidat du Parti socialiste, ça c'est un fait avéré. Et c'est un fait d'ailleurs dont la mise en œuvre a été l'origine un peu, si vous voulez, des positions que nous avons eues, nous, à partir de 2014, 2015 et 2016. Et notre but, c'était de faire valoir une candidature socialiste. Parce qu'une candidature du Parti socialiste aurait été très restrictive pour un homme de la dimension de Khalifa Abakar Sall
qui avait vocation et ambition à rassembler hors des rangs du Parti socialiste, en essayant de faire en sorte que les forces de gauche, dans leur ensemble, puissent se retrouver autour du projet qu'il proposait et autour de sa candidature. Donc, et si aujourd'hui, je dis si, hein, parce que rien n'est acquis à ce sujet, Khalifa Sall n'est pas candidat, ce n'est pas par choix. Vous avez tous pu noter que c'est par la méthode de l'élimination, par l'usage d'artifices et de faux, comme je l'ai indiqué, que le Conseil constitutionnel a pu rejeter la candidature de Khalifa Ababacar Sall. Et je voudrais d'ailleurs sur ce point faire indiquer que ce qui est grave, parce que Serigne Saliou l'a évoqué comme Lamine Ba au sujet de la candidature de Karim Wade. Mais dans le cas de Khalifa Sall, ce qui est plus grave, parce que dans le cas de Karim Wade, c'est en fait un contrôle qu'ils ont exercé à l'entrée. Ce qui n'était pas possible pour Khalifa Sall parce qu'il était déjà inscrit sur les listes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas déchu de ses droits civiques et politiques. Ça, c'est constant. Je pense qu'on ne nous fera pas ce débat. Ismaïla Madior Fall ne viendra pas ici ou ailleurs dire que Khalifa Sall a été déchu de ses droits. Quand bien même, il est de mauvaise foi. Hein? Ça, je le dis. Hein? Mais l'autre chose qui est tout aussi constant, c'est Khalifa Ababacar Sall est sur les listes électorales. Il a une carte d'électeur, il est sur le fichier électoral. Et vous le confirmez, vous qui êtes son mandataire? C'est moi-même qui ai déposé son dossier avec la mention sur la déclaration candidature du numéro de sa carte d'électeur et la production de la photocopie légalisée de la carte d'électeur, que je vais produire d'ailleurs dans les heures à venir, que je vais rendre public pour que nul n'en ignore. Mais, ça aussi c'est constat. Mais alors, moi, la question que je pose, c'est comment le Conseil a pu considérer qu'il n'a pas la qualité d'électeur? Simplement par ce procédé. Le Conseil a décidé lui-même, sans que Khalifa Sall ait été radié, ni par l'administration du ministère de l'Intérieur, qui ne peut pas le faire, ni par une juridiction qui est habilitée à le faire sous certaines conditions. Le Conseil a décidé que Khalifa n'a pas la qualité d'électeur, alors même qu'il n'est pas radié. Et je vais vous dire pourquoi ils ont procédé de la sorte. Parce que s'ils avaient demandé à une juridiction, ou même au ministre de l'Intérieur de le radier, vous savez, il y a un délai contentieux. À compter du jour de la radiation, Khalifa disposait de 5 jours pour saisir le tribunal d'instance, anciennement le tribunal départemental, qui a 10 jours pour prendre une décision, ce qui fait au total 15 jours. Cette décision du tribunal d'instance était susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Donc, soit un délai encore de 3-4 mois. Au total, on aura fait l'élection, Macky aura perdu, un autre se serait installé, j'aurais espéré que ce soit Khalifa Sall, et cette affaire-là serait close. Donc, pour éviter ce chemin qui allait prendre du temps, on demande au Conseil constitutionnel, et c'est ça la particularité de Macky Sall. Il a recruté des avocats pour faire des recours contre en cas de recevabilité de la candidature de Khalifa Sall et de Karim, mais pour ne pas avoir à faire le sale boulot, parce qu'il fallait faire un sale boulot, il a demandé au Conseil constitutionnel d'éliminer une bonne fois Khalifa Ababacar Sall. Et c'est ça le manque de loyauté. C'est ce que j'appelle moi depuis ce matin la lâcheté de ce pouvoir. Parce que le courage, ça aurait été de le faire eux-mêmes. Et pour le Conseil constitutionnel, l'intégrité, l'indépendance, ça aurait été de déclarer dans la liste provisoire Khalifa Ababacar Sall candidat et de laisser à Macky Sall comme candidat le droit de faire une réclamation. Je dis ces choses-là avec force parce que je veux aussi que l'opinion comprenne. L'opinion comprenne que lorsque nous prenons certaines positions, ce n'est pas par manque de respect pour les institutions. Ceux qui manquent de respect aux institutions, ou celui qui manque de respect aux institutions, c'est celui qui manipule la justice. Ceux qui manquent de respect aux institutions, c'est ceux qui ont manqué à leur serment. Ceux qui manquent de respect aux institutions, c'est ceux qui violent la loi. Ce ne sont pas les citoyens qui critiquent les décisions de justice. Ce ne sont pas les citoyens qui critiquent des juges qui violent la loi, qui manquent de respect à ces juges-là ou à leurs institutions. Ce sont ces juges qui violent leur serment. Ce sont ces juges qui violent la loi et qui la mettent au service du projet politique de Macky Sall. Ce sont ces juges-là
qui manque de respect aux institutions. Et c'est Macky Sall qui manque de respect à l'institution judiciaire. À telle enseigne que la question que je me pose moi depuis ce matin, depuis la proclamation et l'affichage de la liste des candidatures, c'est jusqu'où Macky Sall ira dans sa volonté d'humilier la justice de notre pays. C'est cette dernière question donc qui va nous permettre de faire un dernier tour de table avant de boucler cette émission. C'est la question que beaucoup se posent, c'est que finalement, jusqu'où ira ce pouvoir? Parce qu'on a dit ici que Macky Sall n'oserait pas envoyer Karim Wade en prison, il l'a fait. On a dit qu'il n'oserait pas envoyer en prison le premier magistrat de la ville de Dakar, il l'a fait. On a dit qu'il n'oserait pas modifier la Constitution, rester au pouvoir en tout cas pour certains alors qu'il avait promis de faire 5 ans, il l'a fait, rien ne bouge. Finalement, la question qu'on se pose, si on continue dans ce climat de suspicion entre le pouvoir et l'opposition, jusqu'où ira-t-on? Moi, je crois, à mon humble avis, si aujourd'hui, au niveau de l'opposition, les gens ne réagissent pas de la même manière que le pouvoir est en train de le faire à leur rencontre, je crois que Macky Sall parviendra tout simplement à ses fins. Parce que lui, il a un agenda qu'il est en train de dérouler. Il y a une série d'actes qu'il a posés. Acte 1, il faut arrêter Karim Wade. Acte 2, il faut arrêter Khalifa Sall. Acte 3, il faut condamner Karim Wade. Acte 4, il faut condamner Khalifa Sall. Acte 5, il faut introduire le parrainage. Acte 6, il faut invalider les candidatures, les disqualifier. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il laisse tout simplement, je crois que c'est le dernier acte. Et le dernier acte, c'est tout simplement l'échéance électorale et gagner au premier tour avec bien sûr ces 54% ou bien 55% qu'il avait déjà énoncé, en tout cas tel que ces sondages le lui ont déjà annoncé. Mais je ne crois pas quand même que cela puisse se passer ainsi. Parce que pour moi, je me dirais que c'est trop facile. Dans la mesure où ceux-là qui doivent aspirer aujourd'hui à l'élection présidentielle et qui ont été injustement éliminés de cette course à la présidentielle, certainement ne resteront pas les bras croisés. Ils vont réagir. Maintenant, comment ils vont réagir? C'est à eux maintenant de déterminer leur stratégie pour pouvoir faire tout simplement en face avec ce pouvoir. Parce que on l'a évoqué tout à l'heure ici, les rapports de force. Je crois que il faut simplement qu'il y ait un rapport de force pour qu'au moins quand même que le pouvoir puisse à un certain moment s'arrêter et dire qu'en face, il a encore des citoyens et il partage le même jeu politique avec ces gens-là. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, celui qui, en tout cas, détermine les règles du jeu, celui qui est l'unique arbitre, c'est tout simplement le président Macky Sall. Or, je dis qu'en matière électorale, le président ne peut pas tout simplement être le seul, en tout cas, qui décide de la vie et de la mort des candidats, ou bien qui décide tout simplement de la marche à suivre concernant le déroulement de l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle moi je dis encore une fois de plus que si on laisse faire, le président parviendra à ses fins. Parce que déjà, ils se sont taillés un nombre restreint de candidats. Ils avaient dit, urbi et orbi, qu'il y aurait tout simplement 5 candidats à la présidentielle. Oui. Et je crois que ça, exactement, les gens l'ont fait. Oui. Et pourtant, les Sénégalais ont vu venir. Les Sénégalais ont vu venir. Quand il y a eu 7 qualifiés pour le second tour, on a dit que, bon, Khalifa Sall et Karim Wade, c'est à leur tour maintenant d'être guillotinés par tout simplement le Conseil constitutionnel. Absolument. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Donc ce qui est arrivé aujourd'hui, ça ne surprend personne. Maintenant, ces gens-là, sur qui vraiment ce supplice-là est tombé, quelle sera leur réaction par rapport à ça? Vont-ils croiser les bras et laisser le président Macky Sall dérouler son agenda, ou bien vont-ils opposer une certaine résistance pour que au moins le président puisse prendre en compte leurs préoccupations? C'est là où se trouve toute la problématique. Et je crois que nous sommes en démocratie et comme on a l'habitude de le dire, la résistance à l'oppression est tout simplement un droit. D'accord, on bouclera avec Malik Diop de la société civile, mais Lamine, aujourd'hui, quels moyens dispose le Parti démocrate sénégalais? Il y a des possibilités de faire des recours, si j'ai bien compris. On a annoncé plusieurs fois le retour au pays de Karim Wade et de son père Abdoulaye Wade. Jusqu'ici, rien ne bouge de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais dispose de moyens qui lui permettraient de soutenir le rapport de force avec le pouvoir? Je récuse la notion de rapport de force, parce qu'il n'y a pas de rapport de force à faire. Ah, il le faudra. Le rapport de force, je vais vous dire pourquoi. Le rapport de force, il est établi. Lors des dernières élections présidentielles, Macky Sall s'est retrouvé minoritaire, il a moins de 50%. De deuxième, depuis 2012, quelqu'un qui est parti de 65%, il a toujours dégringolé depuis qu'il organise des élections, et quels que soient les
gymnastique, manipulation qu'il a tenté. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons toujours inscrit notre combat sur un registre de principes, un combat de principes et un combat démocratique. Et ça, je vous jure, ma main sur le Coran, que le PDS ne reculera d'un iota sur ce combat-là. Si le président Macky Sall pense qu'il a un boulevard vide pour se permettre de faire ce qu'il veut, parfois, pour nous, il dit que l'opposition n'existe pas, je vais la rendre à sa plus simple expression, l'opposition, il ne se bat pas, il ne mouille pas le main, je lui dis que le réveil sera brutal. On se battra âprement, parce que nous sommes préparés à ça. Quand des gens se battent depuis 6 ans, ce n'est pas des gens qui refusent de se battre. Est-ce qu'il n'y a pas à être réaliste dans ce combat-là et se dire que parmi les 4 qui restent, il va falloir choisir, quoi? Parce que là... Nous n'en sommes pas encore là, parce que je rappelle que nous avons été les premiers à dire que tant que nous sommes dans cette logique d'organisation d'élections, nous risquons de ne pas participer à cette élection. Ne pas participer ne veut pas dire boycotter. Ce qui, je peux vous dire, aujourd'hui, le PDS se donnera les moyens d'empêcher cette élection-là, quel qu'en soit le prix. Parce que nous considérons que notre candidat ne devrait pas être injustement écarté de cette compétition. Babacar Tchoiba, pour vous, le combat c'est quoi? Empêcher la tenue de cette élection-là si Khalifa Sall n'est pas candidat, ou bien se dire qu'il faut quelque part être réaliste, il ne reste que 4, il va falloir choisir avec qui on va y aller. En sorte, si dans le cas où la candidature de Khalifa Ababacar Sall est définitivement déclarée irrecevable, si on a un plan B, j'ai toujours indiqué sur vos plateaux qu'on n'avait pas de plan B. Mais là, je vais faire quand même, vous allez avoir une exclusivité. Oui. En fait, notre plan B, c'est d'exécuter notre plan A. Voilà. Ce qui veut dire très clairement que pour nous, Khalifa Ababacar Sall... Je m'attends à ce que vous me dites, nous allons soutenir M. Tel. Mais vous avez l'exclusivité. Depuis toujours, j'ai toujours dit qu'on n'avait pas de plan B. Mais là, on a un plan B, c'est d'exécuter notre plan A. Ce qui veut dire très clairement que pour nous, Khalifa Ababacar Sall reste candidat. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, la stabilité de notre pays dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir dépend de la responsabilité exclusive de Macky Sall. Très clairement. Maintenant, vous avez posé la question sur le rapport de force. Oui. Moi, je voudrais à ce niveau rappeler que tous les actes posés par Macky Sall, qui sont, comme vous dites, dans le cadre d'un plan bien élaboré et qui s'exécutent comme des patins sur des roulettes. Oui. Hein? Tous ces actes-là ne nous démobilisent pas. Au contraire, ils nous renforcent dans notre volonté de rester debout d'abord, de faire face, de faire front, et comme disait Serigne Saliou, d'engager la résistance démocratique. Et nous allons continuer à le faire. Maintenant, ce qui importe, ce n'est pas de considérer parce que quand on appelle à des manifestations, on n'a pas de mobilisation monstre, ou bien quand on a ces mobilisations, on n'est pas dans des combats de rue. Ce n'est pas ça qui importe. Nous, ce qui nous importe, c'est de voir que malgré la facilité avec laquelle Macky Sall déroule son programme, si vous faites un constat, la peur est dans leur camp. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui, pour aller inaugurer un terre, mobilisent toutes les forces de sécurité de ce pays. C'est eux qui, pour quitter leur domicile, pour aller à Diamniadio, jalonnent tout le passage, mobilisent les engins, les véhicules, toute la logistique de la police et de la gendarmerie. À telle enseigne qu'on est en train de se demander si finalement la gendarmerie et la police n'ont pas été privatisées par Macky Sall. Au lieu de s'occuper de la sécurité des citoyens dans les zones à haut risque de sécurité, des zones d'insécurité, on a tous le sentiment que toute la logistique, tout le matériel, tous les hommes qui ont été acquis avec nos deniers servent à protéger un régime et un homme. Et c'est un constat que chacun peut faire. Mais
Ils ont peur parce qu'ils savent qu'il y a une majorité silencieuse de Sénégalais qui attendent le moment venu pour faire face. Je vous rappelle d'ailleurs à ce titre, qui pouvait prédire avant le 23 juin qu'il y aurait en fait cette masse humaine qui allait se diriger d'abord vers la place Soweto, mais ensuite qui allait se disséminer dans tout Dakar et dans tout le pays pour faire face lorsque Wade a voulu faire passer une réforme. Vous pensez vraiment que ça peut se reproduire? Mais c'est un travail qui appelle de la méthode, de la pédagogie, de la sensibilisation. Et c'est dans cela que nous, acteurs politiques, et même société civile, nous devons travailler. Parce qu'encore une fois, le plus grand échec de Macky Sall, il a échoué sur toute la ligne. Mais le marqueur qu'il faut mettre sur tous ces échecs, c'est l'échec sur la question de la gouvernance. Parce qu'au fond de moi, en tout cas, moi, Babacar Tchoiba, j'ai travaillé pour les assises nationales. J'ai travaillé sur le projet institutionnel de Benno Siggil Sénégal. J'ai toujours fait ces travaux avec d'autres en pensant que c'était la dernière fois qu'au Sénégal, que les questions que nous étions en train de régler allaient continuer à se poser. Et cette déception-là, je pense que je la partage avec beaucoup de Sénégalais. Je ne la partage peut-être pas avec ceux avec qui j'ai travaillé sur ces questions. Et parce qu'ils sont maintenant de l'autre bord, ont changé de conviction, ont changé de certitude. Malik Diop, pour terminer, dans des moments comme ça où pratiquement la classe politique ne se parle plus, on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises, que c'est la société civile qui a pris le combat à main pour rapprocher les deux camps. On est à quelques petites semaines de la présidentielle de 2019. Il y a de grandes forces politiques de ce pays qui risquent de ne pas se présenter à cette présidentielle-là et qui disent clairement qu'elles feront tout pour empêcher la tenue de cette présidentielle si leur candidat n'est pas sur la ligne de départ. Qu'est-ce que la société civile doit faire en ce moment précis, justement pour éviter au Sénégal des lendemains troubles, parce qu'il y a beaucoup d'autres urgences qui attendent ce pays quand même? Oui, ça c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à une radicalisation des discours. Ça c'est un constat qu'on voit aussi, et que des gens aussi sont relativement ou assez déterminés. Quand j'entends, je sais que Babacar, je le connais, quand je vois parler, ça dit que voilà, je pense qu'il n'est pas avec des tripes très engagés, et ça aussi on le constate sur le terrain. Que voilà, les gens, et il ne faut pas sous-estimer aussi, je suis tout à fait d'accord avec Lamine, la capacité d'élimination des citoyens. À quel niveau ils peuvent aller, je pense pas, il ne faut pas sous-estimer. C'est un peuple qui peut surprendre. Voilà, qui peut surprendre. Il ne faut pas sous-estimer leur capacité d'indignation. Je pense que ça aussi, il faut l'intégrer dans l'analyse. Maintenant, comme rôle de la société, nous restons aussi dans ce que nous faisons. C'est la prévention, c'est l'alerte, c'est la dénonciation, c'est aussi la pression pour mener un peu ces acteurs-là. Ce que nous faisons depuis, je pense, avec le comité de facilitateurs, on a rencontré le fonds, on a rencontré tous les acteurs, on a rentré avec l'Église, avec les religieux, le Conseil constitutionnel, on les a rencontrés plusieurs fois. C'est ça qui a même prévalu qu'on soit observateur pour voir un peu, c'était juste dans l'optique aussi d'apaiser le climat politique, pour voir aussi à l'intérieur du Conseil qu'est-ce qui se fait. Je pense aussi que c'est une avancée. Qu'est-ce qu'on peut, au moins les portes ont été ouvertes, on est allé pour voir un peu maintenant avec les limites qu'on a eu à observer. Je pense que nous allons continuer dans cette dynamique à essayer un peu de rapprocher les positions. Et je pense que c'est normal. Je pense que la vitalité démocratique nécessite des fois des frictions, des confrontations. C'est à partir de ce moment qu'on peut avancer. Mais on doit le faire dans la paix. On va le faire dans la discussion, dans le dialogue. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est ça qui manque un peu, ce génie qui a fait aussi depuis des années. On avait ce génie à certains moments de se trouver autour de la table, de discuter entre acteurs, même si on n'a pas les mêmes opinions, même si on n'a pas les mêmes ambitions, parce que les élections, c'est passionnant, il y a la passion, une élection en Afrique, c'est toujours comme... Mais il faut qu'on ait la capacité, franchement, je pense, à un moment, de s'asseoir, et que chacun, c'est-à-dire que l'État, vous pensez qu'il y a encore du temps pour s'asseoir? Non, je pense qu'il y a toujours, on peut trouver, je pense, sur des consensus minimaux. D'accord. On peut arriver, je pense, on peut encore trouver sur des, peut-être on ne va pas s'attendre
trouver un accord sur tout. Mais on peut arriver sur un consensus minimal. Franchement, pour aller vers des élections paisibles, apaisées. Je pense que c'est ça notre rôle et nous y travaillons fondamentalement. Et nous exhortons aussi aux partis, que ce soit les candidats, les partis, tout le monde, le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui doit donner des signaux forts. Je pense que c'est ça, c'est parce que c'est eux, c'est l'État qui a la responsabilité d'instaurer, de maintenir la sécurité, la paix, la concorde dans ces pays-là. Je pense que c'est à eux de faire des signaux forts et que les autres acteurs aussi acceptent à un certain moment de dire, voilà, pour l'intérêt supérieur, on peut discuter sur certains points. Je pense que ça, c'est notre rôle et c'est ce que nous y travaillons. Malick Diop, merci. Je rappelle que vous êtes membre de la plateforme des acteurs non étatiques. Merci également à mon confrère et ami, mon grand frère Serigne Saliou Gueye, journaliste, analyste politique. Grand merci à vous, Lamine Ba, du Parti démocratique sénégalais. Merci à Babacar Thioiba, il est de la coalition Tahaou Sénégal, directeur de cabinet, c'est bien cela, du maire de Dakar, Khalifa Babacar Sall. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité. Grand merci à toute l'équipe de Cheikh Tidiane Ndiaye qui nous a permis de vous présenter cette émission. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf TV et bien à vous. Merci beaucoup.